Bonjour, j'espère que vous allez tous bien après ces vacances que j'espère studieuses. J'espère que vous êtes aussi en bonne santé et que vous êtes prêts à repartir pour 3 semaines de travail à distance. Alors, après avoir travaillé sur la guerre froide, qui est un événement majeur du XXe siècle, autre événement majeur de cette deuxième moitié du XXe siècle, c'est-à-dire après 45, c'est ce qu'on appelle les indépendances et la construction de nouveaux États. Donc on va voir qu'est-ce qui se cache derrière ce terme indépendance et nouveaux États. Et derrière le mot indépendance se cache le terme décolonisation. Ça va être la leçon. Alors c'est un terme que vous connaissez dans le sens où le mot colonisation est quelque chose qui ne vous est pas étranger puisque nous l'avions vu en classe de quatrième. Donc la décolonisation, c'est le processus qui amène des colonies à devenir indépendantes. Et on va justement voir comment, mais pour ça il va falloir faire un petit flashback, un petit retour en arrière et voir comment certains États en ont colonisé d'autres. Donc pour ça, il va falloir commencer un petit peu avant. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a de nombreux États qui ont participé à la guerre, comme le Royaume-Uni, comme la France, comme les Pays-Bas, et ces États-là possèdent depuis le milieu du XIXe siècle de nombreuses colonies. En ce qui concerne la France, les colonies sont principalement localisées en Afrique, vous le voyez, et avec l'exemple que l'on étudiera tout à l'heure, l'Algérie. Si on remarque un petit peu plus près le cas de la France, on voit l'empire colonial français qui se situe partout dans le monde, mais comme je l'ai dit, principalement en Afrique et en Asie, avec les colonies, on y reviendra, d'Indochine et les colonies africaines, l'AOF et l'AEF, Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française et les trois colonies du Maghreb, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Quelques colonies en Amérique du Nord ou en Amérique centrale, dont Saint-Pierre et Miquelon par exemple. Donc on va devoir réfléchir à cette notion-là, comment une colonie française, comme l'Algérie, puisque c'est cet exemple que l'on va prendre, devient-elle indépendante. Alors, on l'a dit, hein, et vous pouvez d'ores et déjà le noter, depuis le milieu du XIXe siècle, la France possède un vaste empire colonial situé principalement en Afrique, avec l'AOF et l'AEF, et Maroc, Algérie, Tunisie complètent les possessions françaises. C'est ce que j'ai zoomé sur cette carte ici. On voit très bien les possessions africaines, françaises, Afrique du Nord, qui est l'Algérie, Maroc, Tunisie, Afrique occidentale, Afrique équatoriale. Deuxième grosse partie de l'empire colonial français, c'est en Asie, avec ce qu'on appelle l'Indochine. Alors l'Indochine est composée véritablement de 5 territoires. Alors si on va du nord au sud, le Tonkin, le Laos, l'Annam ici, le Cambodge et la Cochinchine. Voilà ce que l'on appelle l'Indochine. En gros, on va pouvoir un petit peu résumer, 5 départements français hein, qui concernent une sorte de région coloniale appelée l'Indochine. Donc voilà la situation un petit peu de ces colonies à la fin, à partir du 19e siècle. Si on se consacre sur la colonie Algérie, cette colonie d'Afrique du Nord, eh bien, on va, en observant cette carte administrative de l'Algérie, remarquer quelques indices qui nous démontrent qu'il s'agit véritablement d'une colonie française. Alors, quels sont ces différents indices qu'on va pouvoir observer? Déjà, premier indice, on regarde que le découpage du territoire de la colonie algérienne est un découpage qui ressemble au découpage de l'hexagone de la France, organisé, vous le voyez, en préfecture, organisé en département, organisé en chef-lieu, organisé en sous-préfecture. Donc on a un vocabulaire extrêmement calqué sur celui de la métropole, c'est-à-dire sur celui de la France. Deuxième chose, on va remarquer le nom des villes, quelques villes prises en exemple qui sont, je veux dire, très françaises, très occidentales. Vous avez ici une ville de Nemours et vous avez ici Orléansville. Ça ne fait pas très Afrique du Nord ces noms-là. Donc là aussi, on a la, la France qui a amené sa culture, sa langue en nommant des villes selon son propre usage et sa propre langue.
Et ensuite, on l'a dit, on a aussi des chefs-lieux. Alors ils sont ces chefs-lieux, voilà, ici, Oran, Alger, c'est-à-dire comme on a aujourd'hui pour les départements français, des chefs-lieux de département. Donc on a une véritable territoire calqué sur le principe français. Alors en réalité, on parle de l'Algérie comme si c'était une unité. En réalité, il y a au départ 4 départements, puis après 12 départements qui vont composer cette Afrique du Nord et cette partie qu'on appelle l'Algérie. Alors ces 12 départements, on n'a pas besoin de les connaître, mais on a le département de Constantine, département d'Alger, département de Chélif, d'Oran, etc. Donc une série de départements, vous voyez, le département de Bonn ici, qui font le découpage administratif algérien. Donc on a véritablement une colonisation, une prise de possession d'un territoire qui, au départ, n'appartenait pas à la France et que la France a colonisé. Donc, on va pouvoir noter ceci. Donc, depuis 1830, l'Algérie est une colonie française. Et pour la France, ce n'est pas une colonie, mais une partie de la métropole. Véritablement, une assimilation. Elle est divisée en départements. Et ce statut particulier s'explique par une présence de population européenne massive. Il y a 10% de la population de ce territoire découpé en plusieurs départements qui vient d'Europe. Et on peut le voir sur ce document de la fin du 19e siècle, qui est un almanach, c'est-à-dire une sorte de calendrier. On peut remarquer la présence de ce qu'on appelle un colon européen, vous voyez les blancs ici, et ce colon européen, il a une attitude extrêmement particulière. Il est, et c'est ce que veut montrer cette gravure-là, cette image-là, il est en train, ou il a, comme les autres colons, eh bien, mis en valeur les terres, c'est-à-dire aménager les terres d'un territoire qui était jusque-là, considère-t-on, pas du tout aménagé. On peut le voir avec des villes sur le littoral, on peut le voir aussi avec, vous voyez, de l'élevage, de l'agriculture, et très intéressant aussi, le colon a amené l'industrialisation sur ces territoires avec, vous voyez, une ligne de chemin de fer qui marque le progrès. Donc c'est ce petit colon ici, celui qui s'est installé depuis 1830 en Algérie, eh bien, qui a aménagé le territoire. Et ce colon-là, ces colons européens principalement français, vivent en plus ou moins bonne harmonie avec ce qu'on appelle les autochtones, les habitants du territoire algérien. Donc 10% de la population environ composée d'Européens, le reste bien d'autochtones, c'est-à-dire d'Algériens de souche, d'Africains de souche. Or, la situation va changer à partir de 1945. Alors, c'est quelque chose que vous connaissez bien, 1945, puisque, j'ai mis cet élément-là pour vous remémorer des choses, c'est la naissance de l'ONU, Organisation des Nations Unies, qui par sa charte, c'est-à-dire son texte fondamental, eh bien, exprime, édicte quelques règles, et des règles qui vont entrer en contradiction avec le système colonial. Première règle que l'on peut voir dans l'article 1 de la Charte des Nations Unies, on parle du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Et cette phrase-là rentre évidemment en conflit, en contradiction avec le fait de coloniser un peuple. Il n'a pas demandé son avis, le peuple algérien, d'être dominé, colonisé, aménagé, possédé par le territoire français. Et là, la France notamment, rentre en contradiction avec ce principe-là. Autre chose, on parle aussi du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous. Or, quand un territoire, la France, va coloniser l'Algérie, on va voir que des inégalités très fortes vont naître. C'est-à-dire les Algériens, les personnes d'origine africaine, ne vont pas avoir les mêmes droits que les colons européens installés en Algérie. Donc là, aussi, deux contradictions fortes qui vont apparaître. La colonisation ne respecte pas les principes de la Charte des Nations Unies. Et là, ça va donner un argument et des arguments pour les territoires colonisés de se révolter et de demander leur indépendance et leur droit à disposer d'eux-mêmes. Et ils vont se sentir encouragés par le soutien international et notamment le soutien de l'ONU pour lancer, développer, accélérer leur processus d'indépendance. Donc on va pouvoir noter ceci, cette notion d'un contexte favorable. Donc en 1945,
Le contexte est favorable à la décolonisation. Les métropoles, alors j'ai expliqué ce que sont les métropoles, ne pas confondre avec le mot géographique, c'est un État qui possède des colonies. Les métropoles européennes sortent très affaiblies de la Seconde Guerre mondiale. Et les revendications d'indépendance, parfois anciennes, sont soutenues par les deux grands, c'est-à-dire États-Unis et URSS, pour des raisons idéologiques, mais aussi sont soutenues par l'ONU, comme on a pu le voir dans la charte des Nations Unies. Donc par conséquent, ce qu'on va pouvoir du coup observer, c'est le cas de l'Algérie avec son accès à l'indépendance. On verra dans quelles conditions. Alors, premier texte que l'on va voir, c'est une proclamation du FLN. Alors, qu'est-ce que le FLN? Le FLN, c'est le Front de Libération Nationale, c'est-à-dire un groupe nationaliste algérien. C'est-à-dire c'est un groupe qui souhaite faire accéder son pays à l'indépendance et faire devenir l'Algérie une véritable nation. Donc le 1er novembre 1954, le FLN publie ce communiqué, j'oserais dire, cette proclamation, où il évoque certains éléments importants et s'adresse à sa métropole, c'est-à-dire au territoire qui le domine, la France. Et elle dit quoi, cette proclamation? Premièrement, la volonté de restaurer l'État algérien souverain et démocratique, c'est-à-dire faire de l'Algérie non plus une colonie, mais une véritable nation souveraine, c'est-à-dire qui édicte elle-même ses propres règles, et démocratique, qui organise elle-même son circuit politique. Deuxième chose que l'on voit dans cette proclamation du 1er novembre 1954, c'est de continuer la lutte pour accéder à l'indépendance. C'est-à-dire le FLN, ce groupe nationaliste algérien, n'a pas attendu le 1er novembre 1954 pour faire valoir ses droits depuis, j'allais dire, le début du XXe siècle, et ça s'est accéléré à partir de 1945. Le FLN a averti la France, sa métropole, en disant il est temps maintenant que les colonies deviennent indépendantes, on ne peut plus rester avec un État qui en domine un autre. Donc, ces éléments-là ont déjà été évoqués par le FLN. Le 1er novembre 1954 marque un tournant, c'est un véritable avertissement, disant maintenant, au FLN, on a assez attendu, on n'a aucun retour de la France, et la France fait la sourde oreille par rapport à nos revendications. Donc nous allons continuer, poursuivre et intensifier cette lutte jusqu'à ce que notre indépendance soit acquise. Et donc les conséquences vont être extrêmement dommageables pour la France, puisque le lendemain, 2 novembre 1954, eh bien, des attentats, le FLN pose sur le territoire algérien, qui, je le rappelle, est un territoire français, une colonie française, des bombes qui font des victimes, 7 ou 8 morts, 5 morts exactement, pour montrer à la France que désormais, eh bien, la lutte va s'intensifier, voire devenir violente. La réaction de la France face à cette intensité de la lutte et cette accélération de la lutte, et on peut le voir dans cette deuxième une de journal, la France, réponse à ces attentats du FLN, dit l'Algérie c'est la France et la France ne reconnaîtra pas chez elle, puisque l'Algérie c'est la France, d'autre autorité que la sienne. Donc la France ferme littéralement la porte à tout processus d'indépendance. Donc on le voit très bien, deux points de vue qui vont s'opposer. D'un côté, des revendications d'indépendance de plus en plus fortes, et de l'autre côté, l'autorité française qui ne souhaite pas être remise en cause sur ce territoire-là. Donc par conséquent, la guerre est inévitable et elle démarre à partir de 1954. Vous voyez, les deux points de vue ne peuvent pas être en accord, donc par conséquent, la guerre devient inévitable. Donc comment cette guerre, eh bien, quelle est la forme de cette guerre qui va opposer d'un côté le FLN et les groupes indépendantistes et de l'autre l'État français. Alors, pour ça, un texte d'un soldat français envoyé en Algérie pour ce qu'on appelle maintenir l'ordre. Les départements algériens sont en train de bouillir et de réclamer l'indépendance, donc il faut aller les calmer. C'est ça le point de vue français. Alors, ce soldat français, ce jeune soldat français, raconte son arrivée
sur le département et les départements algériens et comment il voit cette guerre, comment elle se déroule. Donc, première chose, il remarque que les villages qui avaient été abandonnés par la population locale ont été mitraillés par l'aviation française, bombardés ou incendiés. On est véritablement dans un élément guerrier et de bombardement avec l'utilisation d'armes. Deuxième enseignement de ce texte, il évoque ce soldat français, eh bien il évoque des tortures, c'est-à-dire les soldats français pour faire pression sur le FLN et les revendications indépendantistes provoquent la torture pour faire parler ces gens-là. Et troisième chose, et ça c'est important et intéressant, on voit dans le dernier paragraphe ici, ce qu'on appelle la notion de représailles. Puisque les soldats français font de la torture, eh bien on va avoir les Algériens et le FLN qui va tendre des embuscades. Et cette embuscade qui est précisée par le soldat qui témoigne, dit elle fait 7 morts, 9 blessés, 8 blessés légers. Ensuite, on a face à cette représaille des soldats français un retour, une représaille du FLN, puisqu'on vous dit à la fin du texte, 2 jours plus tard, nous descendions sur 2 villages situés à 1 kilomètre du lieu de l'embuscade. Une dizaine de civils furent exécutés sur place en représailles. Donc on a ce qu'on appelle une escalade de la violence. C'est-à-dire, voilà, l'armée française bombarde, le FLN réplique. Face à cette réplique, l'armée française fait des tortures. Face à cette torture, le FLN fait des représailles et fusille une dizaine de civils, etc., etc. Et on peut le voir sur cette image ici, où on a l'armée française qui est présente. Ici, on voit des hélicoptères qui ont peut-être servi à un bombardement. Et on voit ici eh bien, ces massacres de population par l'armée française. Mais ne nous cachons pas non plus, le FLN pratique aussi ce type de massacres et d'attentats et de torture. Donc, dans les deux cas, une escalade de la violence qui va extrêmement et extrêmement loin. Alors, on va pouvoir noter ceci. La guerre d'Algérie débute en 1954. Elle se caractérise par une escalade de la violence. Les Français parlent d'opérations de maintien de l'ordre et le FLN lui répond par des représailles et des attentats. Et la France répond par des bombardements, etc. La pratique de la torture est très utilisée et le vocabulaire militaire employé, c'est dire des suspects. On va torturer des suspects, ceux qui connaissent des choses, qui savent des choses ou qui font partie du FLN. Et eux sont suspects, donc on les torture. Et cette violence est dénoncée un petit peu partout dans le monde. La France, pays des droits de l'homme, qui se livre à la torture et au bombardement de ce type-là, ça fait un petit peu de désordre. Donc la guerre va durer 8 ans jusqu'en 62 et elle va se terminer par la France qui va céder, j'allais dire, et ouvrir les négociations pour, j'allais dire, valider l'indépendance et la nation algérienne. C'est ce qu'on appelle les accords d'Évian, le 18 mars 1962, c'est l'indépendance de l'Algérie. Donc on peut le voir par cette photographie du 3 juillet 62, puisque officiellement c'est le 3 juillet 62 que l'Algérie est indépendante. Et on peut remarquer un petit indice sur cette photographie qui nous montre l'indépendance du territoire algérien, puisqu'il n'y a plus le drapeau français. Il y a un drapeau souverain qui appartient à la nouvelle nation, puisque ce n'était pas une nation avant, c'était des départements, une nouvelle nation, la nation algérienne, sur des principes islamiques, puisque les Algériens pratiquent l'islam avec, vous voyez, le croissant et la croix, qui sont des symboles musulmans. Mais on n'en a pas fini avec la guerre. Après 1962, certes la guerre est terminée, mais les conséquences vont être encore plus importantes, on va le voir, avec ce qu'on appelle le sort des pieds noirs et des harkis. Donc, j'ai choisi deux documents, un document d'un magazine Paris Match et une photographie ici prise dans un camp des harkis. Donc, expliquons de quoi il s'agit. Tout d'abord, on voit ici ce qu'on appelle les pieds noirs. C'est quoi les pieds noirs? C'est des Européens, comme on avait vu sur l'almanach tout à l'heure, qui se sont installés en Algérie depuis 1830 et qui ont fondé une famille et qui ont vécu très bien en Algérie. En 1962, il faut comprendre qu'ils ne sont plus forcément les bienvenus parce qu'ils ont du sang français, j'allais dire, dans leurs veines, et ils rappellent la colonisation. Et certains vont devoir partir de manière très précipitée pour échapper au FLN qui poursuit toujours
des représailles et même après la guerre. Et la question qui est posée ici en une de ce magazine, c'est la France nous aime-t-elle toujours? Certains n'ont pas connu la France. Cette petite fille-là qui est dans les bras de son père n'a jamais connu le sang qui coule dans sa veine, c'est-à-dire la France. Et peut-être ce jeune homme et sa femme aussi, jamais non plus n'ont connu la France. Ils ont toujours vécu en Algérie, même s'ils ont du sang français. Donc la question qui se pose, c'est le sang qui coule dans nos veines, eh bien, ce sang français, est-ce que la France ne nous a pas oubliés? Puisqu'on est parti il y a très longtemps, nos ancêtres sont partis il y a très longtemps. Le retour pour ces pieds noirs va être quelquefois un petit peu compliqué dans un pays qui, pour certains, ils n'ont jamais connu. Deuxième photographie ici, les harkis, le sort des harkis. Alors qu'est-ce que c'est les harkis? Eh bien les harkis, c'est des musulmans, des Algériens d'origine, qui ont dès le début quasiment accepté la colonisation française et qui se sont engagés dans l'armée de leur pays, c'est-à-dire la France. Au moment où la guerre éclate en 1954, ces hommes-là, ces harkis, font partie et sont des militaires français. Et ils vont combattre le FLN. Vous vous doutez bien que là aussi, en 1962, le FLN voit d'un très mauvais œil ces harkis qui ont combattu aux côtés de l'armée française. Et ces harkis vont devoir, là aussi, dans des conditions très difficiles et très contestées encore aujourd'hui, rentrer en France. La France va devoir les protéger et les accueillir, puisqu'ils ont combattu pour l'armée française. Quelquefois, l'accueil n'est pas forcément digne du service qu'ils ont rendu à leur nation, à leur pays. Et ils sont, en attendant de les loger au mieux dans des bâtiments en dur, ils sont logés dans des camps, ici, on voit des camps de transit avant d'être logés, mais ils ont dû fuir l'Algérie où ils sont menacés par le FLN. Donc, on va pouvoir noter ceci pour bientôt terminer. Donc, après les accords d'Évian, le destin des Européens d'Algérie, pieds noirs et harkis, bascule. Pieds noirs ou harkis craignent les représailles du FLN. Le FLN vise les intérêts français et procède à une chasse aux Français qui vivent encore sur le territoire désormais algérien et indépendant. Donc, vous connaissez peut-être qu'aujourd'hui, dans votre entourage, des pieds noirs ou des harkis, voilà, ils sont assez nombreux en France et installés dans des territoires divers et variés de la France aujourd'hui. Alors, comment ça se passe ailleurs? On va être un petit peu plus rapide aussi. Donc là, on a vu le cas de l'Algérie, mais vous avez, on va y revenir sur la carte, les autres colonies. Comment font les autres? Eh bien, vous n'avez pas que la France qui a des colonies. Vous avez le Royaume-Uni ici, qui a ses colonies asiatiques, l'Inde, le Pakistan, Bangladesh ou autres. Comment ces colonies-là sont devenues indépendantes? C'est très divers et varié. Mais si on remarque que la France passe souvent par des guerres, on le voit ici avec les petits points, ça c'est des territoires français, l'Indochine aussi, par des guerres pour faire accéder à l'indépendance, alors que le Royaume-Uni fait accéder ces pays à l'indépendance sans passer par des guerres, avec la négociation, l'entente, la discussion. Et ça, si on le voit sur la légende, de manière assez tôt, entre 45 et 55, très vite, le Royaume-Uni comprend que les colonies sont des principes de notre âge, que l'ONU est passée par là, la guerre est passée par là, et il faut donner le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc elle négocie l'Angleterre avec ses anciennes colonies. La France est un petit peu plus entre guillemets têtue et résiste, essaie de conserver ses colonies et passe très souvent par la guerre. Donc pour terminer là, véritablement avant de finir avec la frise, donc la décolonisation, petite chronologie de la décolonisation, elle s'étale des années 50 jusqu'en 1975, puisque le Portugal avait le Mozambique et le dernier pays européen à donner l'indépendance à ses colonies. Et les deux grandes tendances, la guerre ou la négociation, qui sont de mise pour faire accéder les pays à l'indépendance, avec un exemple, on n'a pas le temps de le traiter, mais l'Inde en 1947, sous l'influence de Gandhi, qui négocie avec l'ancien colonisateur anglais pour faire accéder de manière pacifique son pays à l'indépendance. Pour terminer, on peut dire que aussi ces décolonisations sont dans un contexte de guerre froide, ne l'oubliez jamais, et c'est le cas de l'Indochine, puisque la France, quand elle fait accéder le pays à l'indépendance en passant par une guerre, eh bien vous avez les Viet Minh, c'est-à-dire ceux qui veulent que l'Indochine soit indépendante et qui sont soutenus par les communistes et par la Chine, et la France soutenue plutôt par les États-Unis qui va les combattre,
ce qui va donner après, mais on l'a vu, la guerre du Vietnam, parce que l'Amérique ensuite va prendre le relais pour ne pas que toute la péninsule indo-chinoise tombe dans les mains communistes. Ça, on en avait évoqué avec la guerre du Vietnam. Sur votre frise chronologique, différents éléments à noter. L'indépendance de l'Inde 47, la guerre d'Indochine 45-54 et la guerre d'Algérie entre 54 et 1962. Et pour clore tout ça, l'indépendance de l'Algérie en 1962. Donc là, vous n'avez pas de travail, vous avez simplement à comprendre la leçon. Ces éléments sont très importants parce que vous y reviendrez au lycée de manière un petit peu plus approfondie. Il faut que vous maîtrisiez ces notions-là. Donc on se retrouve dans la semaine pour une prochaine leçon.